chante, changeons la vie ici et maintenant. C'est aujourd'hui que l'avenir s'invente, changeons la vie ici et maintenant. Je vais aller du général au particulier, pour commencer. Donc quand on fait le tour des systèmes politiques, quand on fait des variations idétiques un peu, en termes de phénoménologie, c'est-à-dire qu'on essaie de dégager les constantes des variables, on dégage de grands ensembles. Ceux où le pouvoir nous voit, donc le pouvoir, dans la nouvelle préface à la deuxième édition de Gouverner par le chaos, je l'appelle ça Big Brother. Donc il y a les systèmes politiques où Big Brother nous voit, et nous le voyons. C'est-à-dire qu'il y a une symétrie, voir et être vu, entre le pouvoir et la population. Ça, c'est les formes de pouvoir traditionnelles. Dans un système traditionnel, si le pouvoir n'est pas vu, en fait, il n'existe pas, tout simplement. D'où la nécessité d'exhiber tous les signes du pouvoir, la couronne, etc., et les portraits éventuellement dans les maisons, les statues sur les carrefours. Et puis donc, il y a une nouvelle forme de pouvoir qui est apparue au fil des siècles, qui a vraiment commencé à se constituer en force au XVIIIe siècle, à mon avis. C'est les systèmes où Big Brother nous voit toujours, mais où nous ne le voyons pas. Et, ça, c'est une vraie nouveauté. Donc on passe du Big Brother visible des sociétés traditionnelles, le pouvoir manifeste, au Big Brother invisible, le pouvoir furtif. C'est le nouveau nom qu'on peut lui donner. C'est le pouvoir donc du panoptique carcéral, que mentionnait Nicolas, qui a été exposé par Jérémy Bentham, et qui a été commenté notamment par Michel Foucault dans Surveiller et punir. C'est en fait, le panoptique, c'est une architecture de prison, où le gardien de prison est au centre, et regarde à travers des fissures, enfin à travers des meurtrières, toutes les cellules qui sont autour de lui. Donc en fait, le pouvoir n'est plus autour, mais au centre. Et en fait, les prisonniers ne savent pas s'ils sont vus ou pas. Et en fait, avec une personne, vous pouvez assurer la surveillance d'une multitude, en raison de la position géographique, et sachant que, en plus, les prisonniers ne savent pas s'ils sont vus ou pas, en fait, une seule personne peut faire le boulot. Plus besoin qu'il y ait une personne, c'est-à-dire un gardien de prison, un taulier, attaché à chaque cellule. Donc c'est une grande économie de moyens. Ça c'est un modèle de prison un modèle architectural qui a été proposé par un philosophe des Lumières, Jérémy Bentham, et donc il y a eu un commentaire très intellectuel, très pertinent sur le plan intellectuel par Michel Foucault dans Surveiller et punir, ouvrage majeur qu'il faut absolument avoir lu. En plus, c'est agréable à lire parce que Foucault écrit vraiment très bien. Donc il n'y a pas de jargon, je veux dire, c'est historique, c'est tout à fait, puis il a du style, il a vraiment une plume. Donc là, avec le principe panoptique, il y a une rupture de symétrie, voir et être vu. Donc ça c'est le modèle de gestion carcérale de la société contemporaine, dérivé de la criminologie, donc Alain Bauer, du Grand Orient. Donc au lieu d'être autour de nous et de nous entourer avec des murs, Big Brother est au centre et ouvre les murs, mais nous implante une puce. Donc comment Big Brother fait-il pour ne pas être vu? Dans la mesure où concrètement, techniquement, on n'est pas effectivement dans une prison de type panoptique, donc il y a un transfert de l'architecture matérielle à l'architecture du discours. Donc, comment Big Brother fait-il pour ne pas être vu et désigné comme le pouvoir dans le système de représentation populaire, de la population? Big Brother, pour cela, prétend lutter contre Big Brother.
C'est-à-dire que le pouvoir prétend lutter contre le pouvoir. Ce qui revient donc à inculquer que Big Brother, ce n'est pas lui mais un autre. Par exemple, évidemment, si vous êtes un voleur, il faut hurler que vous traquez les voleurs. C'est la base. Et ça c'est le principe de ce qu'on appelle la deuxième gauche, c'est-à-dire la gauche libérale libertaire. Cette gauche, c'est quoi en fait cette gauche, cette nouvelle gauche, cette New Left en anglais? En fait, elle est apparue dans les années 1960. Donc attention, c'est une gauche autoritaire mais qui prétend être anti-autoritaire tout le temps. C'est le pouvoir qui prétend lutter contre le pouvoir. En fait, c'est une création de synthèse. Quand on remonte le fil, le cours de l'histoire des idées, on se rend compte que ça remonte à des laboratoires de recherche en psychologie sociale anglo-saxon, Institut Tavistock ou Rand Corporation, ce genre de think tank. Voilà. Et du point de vue strictement théorique, on trouve les fondations de cette deuxième gauche dans l'école de Francfort, notamment chez Adorno, Théodore Adorno, et qui pose une question centrale, on pourrait dire, d'ingénierie sociale, c'est comment construire une société sans recourir à la personnalité autoritaire. Parce que suite de la Deuxième Guerre mondiale, ce que Adorno a appelé la personnalité autoritaire a été accusé de tous les maux. Rendu responsable du fascisme, du nazisme, et aussi du stalinisme, etc. Donc la personnalité autoritaire, c'est le Big Brother visible. C'est la figure du pouvoir traditionnel, c'est-à-dire visible, c'est-à-dire le potentat, c'est-à-dire que tout le monde connaît. Donc avec une symétrie, voire y être vue entre la population et le pouvoir. C'est le Big Brother aussi de George Orwell dans 1984. Il nous voit, et tout le monde le voit. Mais là, avec cette deuxième gauche, c'est beaucoup plus subtil. Il nous voit, mais nous ne le voyons pas. On ne sait même pas qu'il existe. Et en fait, on croit que c'est quelqu'un d'autre. Donc ce Big Brother visible, cette personnalité autoritaire est rendue responsable, accusée de tous les maux, et il faut donc réussir à la déconstruire. Et Adorno, à l'école de Francfort, pose sincèrement une question: est-il possible de faire société sans autorité, sans un surmoi en termes psychologiques? Bon, en fait, la réponse est dans la question, c'est pas possible. Ça n'a jamais existé, ça n'a jamais été vu, ça n'a jamais été expérimenté en tant que fait. Mais bon, voilà, c'est une question théorique, et puis on peut considérer qu'effectivement, à la suite des traumatismes de la Deuxième Guerre mondiale, la question pouvait se poser. En revanche, cette question qui a été posée sincèrement par Adorno et ses collègues a servi, pour dire, de hameçonnage d'ingénierie sociale pour des gens beaucoup moins naïfs, je dirais. C'est tous ces laboratoires de psychologie sociale, Tavistock et autres, MIT aussi, Massachusetts Institute of Technology, qui a des laboratoires de psychologie sociale aussi, et qui se sont dit: ah bingo, on a trouvé le moyen d'avancer masqué. C'est-à-dire qu'au nom de la déconstruction de la personnalité autoritaire, nous allons mettre en place un système encore plus autoritaire, puisqu'en réalité on sera même pas perçu par le peuple, par les gens que nous allons contrôler. Bon, c'est pour ça, souvent on fait des procès à certains intellectuels, à certaines écoles philosophiques qui sont justifiés, on pourrait dire théoriquement, mais bon, en réalité c'est pas eux le problème, en fait. Eux, ils ont posé des questions et ensuite ils ont été récupérés par des gens qui en ont fait un usage, là à caractère effectivement manipulatoire pour justement mettre en place des stratagèmes. Ayant lu Adorno, je ne mets pas en doute la sincérité du personnage, mais simplement, voilà, certaines idées sont récupérées par d'autres personnes, et quand on voit d'où vient la contre-culture des années 60, puisque donc cette nouvelle gauche, cette New Left, c'est la contre-culture des années 60. Hippie, rock'n'roll, etc. Et qui est venu se surajouter sur la première gauche,
gauche marxiste, léniniste, communiste, enfin je dirais issue du XIXe siècle, qui elle donc était effectivement effrayante pour le capitalisme, d'où le macartisme des années 50, parce qu'on avait affaire à justement de la personnalité autoritaire. C'est-à-dire que les militants, etc., étaient structurés mentalement, et les réseaux étaient également extrêmement structurés, extrêmement rigides et extrêmement efficaces. On a les preuves en fait, que dès les années 50, la CIA et d'autres agences comme ça de renseignement ou d'influence ont sponsorisé par exemple des peintres, l'expressionnisme abstrait, Jackson Pollock ou d'autres, et pour faire émerger une culture de la déconstruction qu'on a appelée dans les années 60 cette deuxième gauche. C'est un peu une culture du spontanéisme. Bon, ça a donné en France mai 68, une sorte de révolution colorée, dont l'enchaînement des diverses révolutions a commencé en 67 en Californie, puis en 68 un petit peu partout. C'est une sorte de voie de garage, cette deuxième gauche, qui permettait d'envoyer dans l'impasse toute une jeunesse énervée, à juste titre, contre le capitalisme, la société de consommation, qui, logiquement, aurait dû aller sur les réseaux sous tutelle de Moscou, logiquement, et qui, donc là, aurait commencé à être justement, à devenir extrêmement dangereuse. Parce que organisée sur un mode militaire, littéralement. Et avec une force de frappe. Il est bien évident que quelques hippies drogués à Woodstock, je veux dire, ça fait pas peur, c'est au contraire, bien au contraire. On sait aussi qu'il y avait des gens qui distribuaient de la CIA, du LSD, la CIA. En réalité, Woodstock, c'est une expérience, une expérience de psychologie sociale à ciel ouvert, pour voir un petit peu qu'est-ce qu'on pouvait faire avec des toxicos et avec des substances à caractère, dans le but de provoquer des états de conscience modifiés, mais des états de conscience modifiés qui ne vont pas dans le sens de la lucidité, mais qui vont plutôt dans le sens de l'impotence. Quand on fait un trip, certes, oui, effectivement, on a des sensations, tout ce qu'on veut, mais on n'est pas en train de bosser pour prendre le pouvoir. Je veux dire, c'est vraiment toute cette culture de l'hédonisme, du spontanéisme, de l'immédiateté est apparue en réalité à partir des années 50, mais sans que ce soit nommé comme tel. À partir des années 60, le nom a été donné, donc nouvelle gauche, contre-culture, etc. On peut montrer très exactement comme je disais, en fait, qui est à l'origine de cette nouvelle gauche. C'est aussi tout le champ, tout le paradigme cybernétique. Donc je recommande toujours ce documentaire intitulé Das Netz de Lutz Dambeck, et qui montre bien le tronc commun de la cybernétique, qui est donc en fait la science du contrôle des systèmes, qui est donc extrêmement répressive, fondamentalement, et la contre-culture apparemment libertaire. Ça vient du même tronc commun, ça vient des mêmes personnes. Alors, dans un premier temps, c'est totalement contre-intuitif de dire ça, puisqu'on a l'impression que cette deuxième gauche, en fait, est extrêmement libérée, extrêmement, un peu floue, Et puis, par ailleurs, on a effectivement un modèle de société sous contrôle cybernétique qui, lui, est plutôt rigide. Mais en fait, c'est la même chose. Ça vient des mêmes personnes et c'est issu des mêmes travaux. C'est pour ça que cette gauche libertaire est en réalité ultra-autoritaire. C'est totalement contre-intuitif, mais c'est la réalité. On voit un petit peu ça aussi là, dans le livre de Mathias Cardet, sur le rap, qui est publié il y a 2 ans, qui est pas mal, qui donne de nombreuses pistes. On voit ça chez Terra Nova aussi, dans les textes publiés plus récemment. Donc en fait l'idéologie racine de cette gauche cybernétique, cette gauche libérale, libertaire autoritaire, en fait là c'est vrai que les mots ont leur limite là. On fabrique des oxymores, des choses
qui s'annulent, quoi, mais en réalité, c'est pas tant que ça. Donc c'est la même que la droite cybernétique, hein, le contrôle, la surveillance et ultimement la destruction. C'est ce qui donne à cette gauche libertaire et sociétale son caractère ultra-violent, que l'on peut déceler quand on a un peu de jugeote. Mai 68, c'est ultra-violent en réalité. C'est ce qui fait que, quelques dizaines d'années plus tard, par exemple, les LGBT ukrainiens, mais aussi le groupe LGBT du Parlement européen, soutiennent, sans état d'âme, le bombardement des populations civiles dans le Donbass. Voilà, il y a des déclarations officielles. Et les LGBT, ukrainiens, européens, préfèrent le régime de Kiev, les pravi-sectors, qui défilent le bras droit levé, à la Russie contemporaine, avec toute la diabolisation de Poutine, et puis toutes les mises en scène un peu débilitantes là, autour des Femen et des Pussy Riots. Donc on voit bien, en fait, là, après finalement avoir cheminé un peu à distance l'un de l'autre, les deux extrémités du spectre se rejoignent, là en l'occurrence dans l'Europe contemporaine et l'Europe de l'Est. Et donc l'ultra-violence de l'ultra-gauche, en l'occurrence LGBT, s'exprime, là se voit à l'œil nu, puisque les LGBT passent des alliances avec des néo-nazis. Alors les Femen sont vraiment les plus, c'est le groupe le plus représentatif de ça, en fait, de cette espèce de paradoxe qui n'en est pas un. C'est-à-dire que la contre-culture hippie, beatnik, etc., est ultra violente sur le fond, et a des tonnes de sang sur les mains. On a un texte aussi de Brzezinski, le fameux conseiller Zbigniew Brzezinski, qui date de 1970, où il annonçait aussi un petit peu tout ça. Ça n'a jamais été traduit en français, ça s'appelle Between Two Ages, America's Role in the Technotronic Era. Voilà, vous pouvez trouver le fichier PDF sur Internet. Hier on avait un rétroprojecteur, là je ne pourrais pas vous le montrer, mais c'est très facile à trouver. Vous tapez Brzezinski, de toute façon vous aurez la page Wikipédia et avec toutes ces publications, puis après par mots-clés vous retrouvez. Ça fait 100 pages, et puis c'est en anglais, mais c'est quand même ça à connaître, quoi. Il y a notamment quelques citations qui sont assez représentatives, où il dit effectivement la société à venir sera de plus en plus contrôlée de façon extrêmement rigide et électronique. Donc, comment ça... Alors, je vais décrire un petit peu plus... je vais avancer dans la description, j'essaie analytique de cette gauche libertaire autoritaire. Dont en fait finalement la cybernétique fournit la matrice, le tronc commun avec les formes de répression, de violence les plus barbares. La cybernétique appliquée socialement, donc c'est de l'ingénierie sociale, et elle se donne généralement pour but de détruire en réalité furtivement les systèmes sociaux. C'est du piratage. Le piratage ne détruit pas toujours, parfois c'est du vol d'informations, mais bien souvent le piratage a pour fonction de pénétrer un système et de le faire dérailler de l'intérieur. Détruire furtivement un système, puisqu'il faut être furtif, c'est ça le piratage, ça veut dire ça suppose de ne pas l'attaquer frontalement, mais donc d'appliquer une stratégie indirecte. On attaque le système, donc non pas en perçant ses défenses, mais en les faisant s'ouvrir. Voilà, donc on évite de pouvoir être qualifié de personnalité autoritaire. Si j'arrive avec une masse pour essayer de casser le mur de mon voisin, je vais passer pour effectivement un horrible facho, etc., pour quelqu'un de violent. Et justement, c'est pas le but. Je dois pirater le voisin, je dois pirater son système de défense. Et donc, je dois le faire s'ouvrir. Je ne dois pas percer ses défenses, je dois les faire s'ouvrir.
Autrement dit, détruire un système, il s'agit de détruire un système avec son consentement. C'est-à-dire qu'il faut fabriquer le consentement du système à sa propre destruction, ce qui suppose de gagner sa confiance. C'est le principe du hameçonnage, c'est détruire après avoir gagné la confiance. C'est en anglais le phishing. Donc les premières traces d'ingénierie sociale à ce stade remontent donc en Asie, à Sun Tzu, l'art de la guerre, et en fait un peu plus proche de nous, c'est dans l'Ancien Testament, dans le Deutéronome précisément, chapitre 20, versets 10 et 11. Donc on trouve consigné une tactique de ruse guerrière qui demande à l'ennemi de s'ouvrir pour mieux le conquérir. Donc je cite Deutéronome 20, 10, 20, 11. Quand tu t'approcheras d'une ville pour l'attaquer, tu lui offriras la paix. Si elle accepte la paix et t'ouvre ses portes, tout le peuple qui s'y trouvera te sera tributaire et asservi. Fin de citation. Donc là, on a le modèle Racine, en quelque sorte, l'algorithme de base de la domination autoritaire de la gauche libertaire. Puisque l'ouverture, c'est ce qu'on nous réclame perpétuellement, il faut être ouvert. C'est pour mieux rentrer en nous, en réalité, ni plus ni moins. Et puis, donc, commencer à prendre contrôle de notre intégrité. L'ouverture est apparemment pacifique. Voilà, on tend la main, voilà. C'est pacifique, et puis c'est fun, c'est sympa, quoi. Il faut être, un peu ouvert au monde, multiculturel, etc. Et si on est fermé, c'est là qu'on est un facho, et que, toc, la personnalité autoritaire peut nous être collée dessus. Là, on est mort, en termes de communication, en termes politiques. Donc, là, des ingénieurs sociaux ont trouvé le moyen de détruire, de prendre le contrôle de portions entières de la société avec une bonne image. Une image d'ouverture. En nous demandant de nous ouvrir, ce qui par réaction, permettra à ces ingénieurs sociaux de nous coller une seule image de personnalité autoritaire si on ne veut pas s'ouvrir et qu'on veut rester fermé. Le stratagème est absolument fascinant. On a un exemple de ça, mais qui est parfaitement littéral. Il n'y a même pas besoin d'interpréter. C'est George Soros. Et ça, ses fondations, c'est Open Society Foundations. Voilà, tout est dit. Ouvrez-vous. Ouvrez vos sociétés. Que je puisse y rentrer et tout racheter, quoi. Et puis ensuite foutre la merde, bref, comme en Ukraine. Voilà. Sponsoriser des putschs. Et tout ça au nom de l'ouverture. Et George Soros, dans certains milieux, a l'image de gauche. Dans les milieux du management, que j'ai fréquenté à une époque, George Soros est considéré comme un philanthrope. C'est quelqu'un de bien, parce qu'il n'a que le mot ouverture à la bouche. Vous voyez que le mot ouverture, en fait, c'est pire que fermeture. Et comme ça, il contourne l'accusation, tout en étant le pire des fachos, en réalité, en sponsorisant en fait les mouvements les plus violents, il contourne l'accusation de personnalité autoritaire, qui est évidemment en quelque sorte le boulet qu'il faut éviter de traîner. Voilà. C'est tout le travail que fait le Front National aujourd'hui. Jean-Marie Le Pen, évidemment, avait directement sur le front écrit en gros personnalité autoritaire. Le Front National, je dirais, de la fille, un peu plus intelligent en termes de travail de l'image. Et essaye de se débarrasser de ça parce que, à la limite, que ce soit vrai ou faux, peu importe, on s'en fout. La question n'est pas. La question est que c'est invalidant aujourd'hui. Et donc Soros et ses fondations pour une société ouverte appliquent la Torah, le Deutéronome, et donc font du hameçonnage. C'est aussi la définition du cosmopolitisme. C'est ouverture totale, qui permet de détruire au prétexte d'un hameçon qui s'appelle, ce hameçon, c'est l'ouverture généreuse. Abolition des frontières, abolition des limites.
Donc, voilà, il y a des gens qui se noient en Méditerranée, voilà, plutôt que d'annuler la dette de leur pays, ce qui leur permettrait de rester chez eux, non, on les fait rentrer. Et on ouvre la société. Voilà. Et après avoir ouvert leur société d'origine, avec donc des prêts à taux irremboursables du FMI, qui évidemment produisent des catastrophes économiques, qui les obligent ensuite à chercher une sortie de secours, et éventuellement à effectivement mourir en Méditerranée ou à se retrouver dans des camps de réfugiés en Europe. Le mécanisme est parfaitement huilé. Et tout ça au nom de l'ouverture et de la main tendue, de la générosité, du cosmopolitisme et du multiculturalisme, et de l'antifascisme et voilà. C'est ça la gauche aujourd'hui, enfin la gauche autoritaire en réalité, la gauche libertaire autoritaire. Donc on peut effectivement, en fait c'est une inversion de l'instinct de conservation. C'est-à-dire qu'on nous demande d'inverser l'instinct de conservation. L'instinct de conservation, en gros, on peut le résumer en une phrase, charité bien ordonnée commence par soi-même. Voilà. C'est même pas une question morale, c'est une question technique. Voilà. C'est-à-dire, si je ne suis plus en état de prendre soin de moi, je ne vois pas comment je pourrais prendre soin d'autrui. Donc voilà. Et là, on nous demande, au nom de l'ouverture généreuse, de prendre soin d'autrui. C'est-à-dire, charité bien ordonnée commence par l'autre. Inversion totale de cet instinct de conservation. Ensuite, il y a des nuances de droite et de gauche dans ce mécanisme d'ingénierie sociale. Il y a des nuances de droite et de gauche. On peut détruire une société en l'ouvrant à la circulation des capitaux. Donc ça, c'est plutôt la solution de droite, cosmopolitisme de droite, libéral et capitaliste. Et puis ensuite, on détruit aussi une société en l'ouvrant à la circulation des hommes, enfin des humains. Ça, c'est le cosmopolitisme de gauche, libertaire et immigrationniste, sans frontiériste. Enfin, les deux sont sans frontiéristes. Et puis, évidemment, dans tous les cas, la solution miracle, en tout cas la solution de base dont on parlait dans les années 80, encore dans les années 90, à l'époque de l'intermondialisme, c'est-à-dire l'annulation de la dette du tiers-monde. Maintenant, on n'en parle plus. Qui en parle aujourd'hui? Plus personne. Évidemment, puisque c'est la vraie solution. Donc, il ne faut surtout pas en parler. Non, il faut en fait aggraver les problèmes au nom de l'ouverture et voilà, dans une espèce de fuite en avant complètement folle qui, de toute façon, n'est pas viable. Ce n'est pas viable. Donc là, les deux nuances, les deux variantes de droite et de gauche, de l'ouverture généreuse là ou de l'ouverture, puisque même l'ouverture des capitaux, l'ouverture des capitaux étrangers, c'est aussi présenté comme quelque chose de fun, de sympa, de cool, de généreux aussi en fait. Voilà, faut en finir avec le protectionnisme économique. Ça c'était l'économie de grand-père quoi. Voilà, on gère son bas de laine. Non, maintenant on est dans une société ouverte et l'argent circule et les gens aussi. Donc, mais les deux mènent logiquement l'une à l'autre. Le principal responsable de l'immigration délirante de ces dernières années, c'est Sarkozy. Oui, c'est en fait sous Sarkozy qu'on est passé à 250 000 nouveaux entrants tous les ans. Et donc on voit que Sarkozy mène à la gauche, en réalité, et on voit aussi que Hollande mène à la droite, puisque c'est sous Hollande que le TAFTA, la loi Macron, sont en train d'être ratifiés. Donc en fait, tout ça c'est circulaire. Il y a des nuances de droite et de gauche, mais en fait, ça va exactement dans le même sens. Donc la gauche autoritaire, libertaire, donc applique une stratégie, on pourrait dire, c'est la nouvelle gauche, la New Left, la deuxième gauche, applique une tactique de destruction sympathique, en confiance, par ouverture d'esprit. Voilà, si vous ne voulez pas, si vous refusez de vous laisser détruire, c'est que vous êtes fermé d'esprit. Vous êtes un facho. Et vous finirez en prison. Je veux dire, vous serez accusé de complotisme, de djihadisme, voilà. C'est la société liquide de Zygmunt Bauman.
sociologue des années 60-70, qui avait parlé de société liquide. Ben oui, c'est ça. Et en fait, la société solide correspond à la personnalité autoritaire, qu'il s'agit d'éradiquer. Donc bon, on voit bien que la lutte contre le Big Brother visible dissimule l'avancée d'un Big Brother invisible et donc aboutit à une dictature bien pire. En fait, c'est même plus une dictature, puisque c'est une liquidation physique des populations. Je veux dire, bon, j'ai de la famille issue des pays de l'Est, je les voyais venir encore dans les années 80 en France pour des vacances, faire les vendanges, etc. Bon, je dis, ils n'étaient pas traumatisés, quoi. Le communisme, en fait, tout ça, a protégé les populations en réalité. Et en fait, bon, je suis toujours en contact avec des gens qui ont connu le communisme. Les dictatures, on pourrait qualifier, je dirais, de traditionnalistes, avaient pour but effectivement de contrôler la population et pas de la liquider physiquement. Aujourd'hui, on veut nous liquider physiquement. Et tous de souche comme d'origine étrangère. Il n'y a pas de détail. C'est-à-dire que le pouvoir utilise éventuellement l'immigration pour attaquer les non-immigrés, mais les immigrés seront eux-mêmes de toute façon montés les uns contre les autres dans des conflits triangulés pour en fait se faire liquider entre eux. La forme utilisée pour en briser une autre sera brisée à son tour. Principe aussi de l'ingénierie sociale, principe aussi des mafias. Quand on veut tuer quelqu'un, ensuite on tue le tueur. Comme ça, il n'y a plus personne pour parler. Donc voilà, donc ça c'est en fait en réalité on est dans une gauche génocidaire. Après on fait un calcul de mots quoi en fait, donc gauche libertaire, en fait gauche qui est en réalité une gauche autoritaire, et en réalité en fait c'est une gauche génocidaire aujourd'hui. Cette gauche génocidaire s'appuie sur plusieurs outils, d'ingénierie sociale négative et de destruction furtive, notamment la discrimination positive, donc au prétexte d'une ouverture généreuse aux minorités, on leur accorde plus de droits qu'à la majorité. C'est parfaitement anti-républicain. C'est au nom de la République que Valls veut faire ce genre de choses. En réalité, c'est totalement anti-républicain, puisque la République, c'est l'abolition des privilèges, si je me souviens bien. Oui, le 4 août 91, je crois. Bon voilà, donc là on est en train, en fait, la gauche génocidaire est en train de reconstituer un système de privilèges qui va aussi dresser les gens les uns contre les autres, conflit triangulé, où en fait la majorité va se sentir discriminée, évidemment, puisque de fait elle l'est, le terme de discrimination positive signifie bien ce que ça veut dire, et donc bon voilà, mais tout ça, le but c'est évidemment pas d'arranger les choses, vous vous doutez bien. Donc, pour la première fois, pour la première fois au XXe siècle, le pouvoir ne revendique plus d'être reconnu par tous comme étant au pouvoir. Au contraire, même, il se présente comme étant du côté des dominés. Au nom des dominés, au nom des minorités, même quand ce ne sont pas des minorités. Parce que, démographiquement, les femmes ne sont pas une minorité. Vous êtes 50% de la population. Mais vous êtes pris en otage par l'ingénierie sociale, et présentés comme des minorités, ce qui permet en fait d'attaquer les hommes. C'est toujours. Donc en fait, il n'y a pas besoin que la minorité soit réelle, mais au nom des minorités réelles ou irréelles, on attaque la majorité. C'est vraiment le mécanisme qui a été théorisé avec Deleuze et Guattari en 1972 dans l'anti-Oedipe. L'anti-Oedipe, c'est vraiment comment, qui est dans la stricte continuité de Adorno et donc l'attaque de la personnalité autoritaire, c'est comment justifier la déconstruction totale de toute forme d'autorité morale et de surmoi et donc de phénomène de majorité, le phénomène en fait de normes, de normes majoritaires, pour que seules les minorités, qu'il n'y ait plus que des minorités, que du multiple, qu'il n'y ait plus d'un UN, en termes des catégories philosophiques de l'un et du multiple. Là, il s'agit donc de tout rabattre du côté du multiple. Ce qui dissout totalement la société, évidemment. Et c'est là où l'ultra-gauche, qui est du côté du multiple pur, rejoint l'individualisme et donc le libéralisme. Mais il y a des liens, de toute façon, qui sont reconnus entre les ultralibéraux et les anarchistes
libertarien, par exemple. Enfin, aux États-Unis, en fait, on voit converger l'ultra-gauche anarchiste et l'ultra-droite libérale. C'est dans le libertarisme. Par exemple, Ron Paul, qui est par ailleurs un homme estimable, est ultra-libéral sur le plan économique, mais aussi anti-étatiste, et donc ramène dans ses meetings, dans ses conférences, des anarchistes d'ultra-gauche. C'est... Voilà, enfin, là on voit vraiment qu'il y a des convergences sur le plan de la vision des choses, etc. Bon, cela dit, Ron Paul, malgré tout, reste quelqu'un de très structuré, qui pose des bonnes questions. C'est, bon. Mais là, je parle de la forme théorique, en fait. C'est le texte qui est lu par des ultralibéraux comme par des ultralibertaires. C'est l'unique et sa propriété, de Stirner, qui parle autant aux uns qu'aux autres. C'est lu par les deux types de population. Donc, le pouvoir donc, prétend être dominé, en fait. Le pouvoir prétend aujourd'hui être en rébellion contre le pouvoir. C'est assez humoristique. Et donc la gauche autoritaire, la gauche génocidaire, même remplace le Big Brother visible par un Big Brother furtif en prétendant attaquer le Big Brother visible. L'autre jour, j'ai discuté avec des anarchistes. Ils en sont encore, en fait, à critiquer le patriarcat. Alors, en fait, eux-mêmes sont au pouvoir. Enfin, je veux dire, ils ont du fric, c'est des bobos. À un moment, il y en a un qui me dit « Ouais, est-ce que tu as déjà été en Nouvelle-Calédonie ?» Bah non, mais j'ai pas les moyens. Manifestement, le mec me dit, dans la discussion, je travaille pas, etc. Il y a quand même les moyens de se payer un billet aller-retour jusqu'en Nouvelle-Calédonie. Puis d'être logé sur place. En tout cas, mais voilà, donc là, on a affaire à vraiment un truc complètement bizarroïde, c'est-à-dire c'est le pouvoir qui prétend attaquer le pouvoir et qui réclame le statut de dominé, d'inférieur et toujours en quête de sa liberté, de sa libération. C'est totalement fumeux, évidemment. En fait, c'est un stratagème de contrôle social. Donc cette gauche génocidaire installe son autoritarisme au nom de la lutte contre l'autoritarisme. Et donc là, on voit bien qu'on est en train de passer de la lutte contre le patriarcat, qui est vraiment antédiluvienne, je dirais, qui n'a plus du tout c'est totalement démonétisé. Je pense que les gens qui croient sincèrement encore à ça se comptent en quelques milliers sur le territoire national. En revanche, plus inquiétant, c'est la figure de la personnalité autoritaire qui est en train de muter. Donc on passe du bon père de famille, en fait, au terroriste. Donc là, on a en fait un déplacement de sémantique, un glissement sémantique, c'est-à-dire que ce n'est plus l'homme, par exemple, l'homme, le mâle, qui est rendu responsable de tous les maux de la société par le féminisme et donc cette deuxième gauche. Non, ça va être autre chose, c'est le terroriste grimaçant. Et qui veut, je sais pas quoi, imposer, faire peur, terroriser la population. Donc là, en fait, le pouvoir actuellement cherche à poser une équivalence donc, entre personnalité autoritaire, terrorisme et complotisme. On a vu dans les jours qui ont suivi les attentats de janvier une tentative de faire un amalgame entre donc les djihadistes supposés, le Front National, qui était rendu responsable du djihadisme, voilà, et puis très rapidement après, puisqu'ils ont vu que les gens ne croyaient pas beaucoup dans la version médiatique des événements, ils ont rajouté une troisième couche, les complotistes. Donc là, voilà, ils sont en train de faire un paquet cadeau, en fait, avec tout ensemble les djihadistes, en fait, donc les gens qui ne veulent pas s'ouvrir au monde entier, donc en gros, les nationalistes, souverainistes, voilà, les gens qui ont envie de vivre, en fait, tout simplement. Et puis, donc, les complotistes qui sont sceptiques vis-à-vis de ce que nous disent les médias, et on a bien raison, je sais pas, pas de raison de tout gober, quoi, en fait. Mais là, bon... Donc, en fait, on voit bien que là, aujourd'hui, donc, cette gauche génocidaire n'a plus que, comme mode de gouvernement, n'a plus que l'antiterrorisme par amalgame. Puisque c'est procède par amalgame. Ça, c'est un exemple d'antiterrorisme par amalgame, notamment. C'est-à-dire qu'en fait, c'est une petite brochure qui est diffusée dans les préfectures,
Après, je le ferai circuler si vous voulez. Donc, qui est sorti assez rapidement en fait, fin janvier. Bon, à croire que c'était déjà écrit. Et sur la radicalisation violente. En réalité, c'était déjà dans les cartons. On en a la preuve puisque Pierre Conessa, qui est enseignant, je ne sais plus à Sciences Po ou je ne sais où, parlait déjà de tout ça en fait en fin d'année dernière. Sur 2 interventions, en fait, une écrite et une orale sur Radio Courtoisie, il a décrit en fait la structure de la situation dont il faut que je retrouve les citations. Ah, voilà, c'est ça. Donc, c'était Pierre Conessa, donc maître de conférence à Sciences Po et à l'ENA, donc a proposé un syllogisme, un raisonnement tenu sur Radio Courtoisie. En fait, c'était même pas un syllogisme, non, c'est un sophisme, en fait, plutôt. Donc dans le Libre Journal de la France Libre du 3 février 2015, commentaire de l'actualité politique et économique. Voilà, donc je vais noter ça. 1. Il faut combattre la radicalisation. 2. Les radicaux sont souvent des salafistes. 3. Les salafistes sont adeptes de la théorie du complot. 4. Il faut combattre la théorie du complot, puisque en réalité c'est un symptôme de radicalisation. En fait, ce type d'argumentaire là, que l'on voit sous la plume de Pierre Conessa, c'est élaboré largement au-dessus de lui, vous en doutez bien. Puisqu'on en voit aussi la traduction, par exemple, là dans un article récent, pas dans un article, dans un événement récent, c'est donc la CIA qui a déclassifié la bibliothèque personnelle de Ben Laden. Bon, c'est une fiction de A à Z, évidemment. Mais qu'est-ce qu'on voit dans la bibliothèque de Ben Laden? Des ouvrages qualifiés de complotistes. On a aussi retrouvé, la CIA prétend avoir déclassifié aussi le journal intime de Ben Laden, dans lequel il écrivait que, en fait, il avait très peur qu'il y ait des puces électroniques dans les vêtements de sa femme. Non, mais là, c'est bouffon, quoi. Ça fait rire. Mais là, toujours pareil, par amalgame. On essaye d'associer donc la crainte du puçage électronique, qui arrive en France, puisque le 13 juin, il y a une soirée de puçage sur Paris. Si vous voulez venir, vous faire pucer. Et Implant Party, soirée conviviale à Paris. Et, en fait, il y en a eu une en Suède, là, je crois en février, et donc ça débarque en France. Donc le puçage a commencé. C'est lancé. Donc forcément, il va y avoir des réactions. Alors, ils anticipent les réactions au niveau des argumentaires, toujours pareil. Donc là, en prétendant que Ben Laden, le grand terroriste Ben Laden, avait peur des puces électroniques, par amalgame, par association, de proche en proche, on se retrouve soi-même finalement dans le même camp, dans celui des terroristes potentiels, finalement, si on refuse le puçage. Une autre traduction de ces argumentaires, c'est que là-dedans, alors je vous lis, la prévention, alors là ça fait écho en fait au décèlement précoce de Bohr. Donc là on nous dit, prévention et signe d'alerte. Comment repérer donc quelqu'un qui est en voie de radicalisation? Donc les comportements suivants peuvent être les signes qu'un processus de radicalisation est en marche. Plus ils sont nombreux, plus ils doivent alerter la famille et l'entourage. Alors, c'est quoi les comportements? Dans certains cas, c'est fondé, c'est un peu aussi comme les comportements qui signalent l'entrée dans une secte. Donc rupture avec la famille, les anciens amis, éloignement de ses proches, rupture avec l'école, déscolarisation soudaine, ça, il n'y avait pas besoin de se radicaliser, c'est tous les jours que... mais bon, la question n'est pas posée en fait. Nouveaux comportements dans les domaines suivants, alimentaire, vestimentaire, linguistique, financier, changement de comportement identitaire. Ça devient plus intéressant. Propos asociaux, rejet de l'autorité, rejet de la vie en collectivité. Et surtout, repli sur soi. Et surtout, les 2 derniers points, écoutez bien, fréquentation de sites internet et des réseaux sociaux à caractère radical ou extrémiste. Et le dernier, allusion à la fin des temps. C'est écrit, je vous le donne après, maintenant. Donc en fait, quiconque lit l'Apocalypse de Saint Jean est en train de se radicaliser. Non mais voilà, c'est Saint Jean lui-même d'ailleurs,
l'évangéliste était un radical djihadiste, voilà. Puisque tout son texte n'est qu'une longue allusion à la fin des temps. Alors, moi, comme je m'intéresse à la question du puçage depuis un certain temps, je vois bien que les groupes sociologiques qui sont les plus énergiques contre ça, en général, sont religieux. Aux États-Unis, par exemple, ou en France, catholiques, musulmans ou autres. Et souvent, l'argumentaire, c'est, en gros, c'est le puçage. C'est le signe de la bête. Voilà. Donc là, en fait, si quelqu'un dans cette salle s'avise de refuser d'être pucé pour motif religieux, donc le signe de la bête, fin des temps, voilà, c'est un djihadiste. C'est écrit, c'est le raisonnement. Tout est prévu, en fait. Ils ont tout anticipé à ce niveau-là, au niveau de ce que nous allons répondre quand nous serons attaqués. À partir de là, donc, évidemment, il ne faut pas tomber dans le piège. Donc s'il faut refuser le puçage, il ne faut pas que ce soit au nom, pour motif religieux. Désolé pour les amis croyants qui auraient envie d'utiliser cette piste. C'est plus possible. Là maintenant, vous serez que même si vous êtes chrétien, si vous êtes musulman, ce sera très facile de faire l'amalgame. Mais si vous êtes chrétien, vous serez de toute façon aussi en voie de radicalisation djihadiste. Donc voilà, il ne faut pas tomber dans le piège, quoi, en fait. Donc il faut refuser le puçage pour motifs sanitaires, environnementaux, parce que c'est cancérigène ou ce genre de choses. Sinon, vous tombez, vous tombez dans le piège, mais dans le piège, là, vous foncez dans le mur, quoi. Et donc, il faut contourner les obstacles, faut résister aux provocations. Il ne faut pas tomber dans les pièges qu'on nous tend. C'est la base de la tactique militaire. Les leurres, etc. Voir en fait les retraits pour nous faire avancer, ensuite nous encercler. Donc, ce genre de choses, ça c'est. Parce qu'il y a des chaudrons, ce qu'on appelle des chaudrons. On a beaucoup parlé de ça pendant les mois derniers en Ukraine. C'est-à-dire qu'en fait, en gros, le régime de Kiev envoyait ses troupes qui avançaient, les autres reculaient. Et les autres, comme des cons, continuaient à avancer. Et pendant ce temps-là, le Donbass, les troupes du Donbass, passaient sur les côtés et passaient derrière. Ils ont répété ça 50 fois de suite. Ça marchait toujours. Donc il faut être un petit peu plus intelligent que les Pravi Sector et autres gardes nationales. C'est-à-dire qu'il ne faut pas tomber dans le piège 50 fois de suite. Donc il ne faut pas avancer parce que l'autre recule. Vous voyez ce que je veux dire ? Il ne faut pas tomber dans les pièges qu'on nous tend. Là, c'est des pièges rhétoriques. On n'est pas en train de se battre à coups de roquettes et de Kalachnikov. Donc là, on voit bien en fait aujourd'hui, on voit les structures profondes qui se révèlent. C'est-à-dire cette alliance entre ce système cybernétique de contrôle total des populations, dont le but est en fait d'abolir les différences totalement entre la machine et le vivant. Voilà. Et puis cette gauche dite libertaire, ou cette nouvelle gauche des années 60, qui est en réalité une gauche génocidaire, et dont le but est d'en finir aussi avec l'espèce humaine. Le transhumanisme a quelque chose de gauchiste. Il y a notamment le site La Spirale, qui fait la jonction entre tout ça, entre les milieux du piercing, les milieux comme ça anarchistes, le transhumanisme, toute cette nébuleuse qui ne s'oppose qu'en apparence. Dans les partis ne s'opposent qu'en apparence, mais qui viennent d'un tronc commun, qu'il faut reconstituer. Le puçage se fera aussi, va essayer de se faire au moyen de la suppression de l'argent liquide pour nous obliger à payer toujours avec des composants électroniques qui seront, si possible, directement implantés dans la main. On voit que, en fait, tout ce vaste système vise à abolir les limites de la vie, les limites qui constituent la vie au sens biologique du terme. C'est-à-dire que pour reconnecter à la criminologie,
on voit bien que le but, c'est d'abolir les différences entre la société et la prison, pour que la société devienne une vaste prison. Comment s'y prennent-ils? Ils s'y prennent en fait en modifiant le statut du prisonnier, enfin du coupable et du non coupable. En nous surveillant toujours plus, finalement, on rentre dans la case du coupable, hein, avec tout ce qui est décèlement précoce, tout ce qui est prévention des comportements potentiels. Finalement, on est toujours coupable. On se retrouve dans une situation où nous devons faire la preuve de notre innocence. Mais a priori, nous sommes coupables. Ça conduit donc effectivement au puçage, à la surveillance électronique. Ça conduit, et c'est là où on voit bien l'extension du problème au niveau géopolitique. Là, on a appris récemment que les pèlerins de la Mecque devraient porter des bracelets électroniques pour circuler pendant leur pèlerinage, donc en Arabie Saoudite. Qui portent des bracelets électroniques en France? C'est les prisonniers, dont on a modifié finalement les conditions de la peine depuis peu, là, avec la loi Taubira. Hein, la loi Taubira, pas la première, celle sur la modification du mariage, mais enfin, la loi Taubira sur le régime pénitentiaire. Donc en fait, là, n'importe quel musulman qui ira faire son pèlerinage à la Mecque se retrouvera finalement dans des conditions pénitentiaires authentiquement. En même temps, alors voilà, ce programme-là, en fait, c'est toute la zone atlantiste. Et la zone atlantiste va de l'Amérique du Nord aux pétromonarchies, hein, donc en passant par Israël et par l'Union européenne. C'est toute cette zone-là, en fait, qui est aujourd'hui sous contrôle de cette gauche libertaire qui n'est rien d'autre, enfin gauche génocidaire qui n'est rien d'autre aussi qu'une droite génocidaire en réalité. Le problème, c'est l'atlantisme. J'ai fait des recherches, hein, j'ai essayé de voir quel était l'état du développement de la RFID en Russie, en Chine, voilà. Bon, en fait, ça se développe, mais très lentement déjà, et c'est réservé à des objets. Je n'ai rien trouvé concernant l'application de la RFID, de ce genre du puçage, en source russe, parce que je l'ai eu cyrillique, donc là je peux avoir des sources, je n'ai rien trouvé du tout. En chinois, en iranien, je ne peux pas, je ne connais pas les langues. Mais il faudrait faire des recherches pour voir si effectivement tout est foutu, parce qu'eux aussi sont aussi avancés, ces pays-là, toute cette région, toute cette zone géopolitique est aussi pourrie que la nôtre ou pas? Manifestement non. Donc là, effectivement, on a un critère de démarcation, une ligne de front qui est très clairement visible, hein, et c'est la RFID, le puçage, qui va la manifester encore plus, à mon avis. Là, on n'est plus du tout dans les chocs de civilisation, hein. C'est du bidon complet, évidemment, tout le monde le sait. Non, on est là vraiment dans deux conceptions de la vie, hein, une conception cybernétique et atlantiste, une conception, je dirais, conventionnelle, quoi. Mais que l'on peut péjorer en la qualifiant justement, en parlant de personnalité autoritaire en permanence, hein, que ce soit en Chine, en Russie, en Iran, pour parler des trois grandes puissances du continent eurasiatique. Alors, au même moment où les non-coupables se retrouvent traités comme des coupables, hein, avec bracelet électronique à la Mecque, par exemple, et puis surveillance électronique ici, etc. Les coupables, eux, sont traités comme des non-coupables. Je vous explique. Une loi sur le renseignement pénitentiaire est en discussion, et soutenue toujours par Christiane Taubira. Et il y avait un article là, dans l'IB qui parlait, qui rapportait ce que Taubira essaye d'empêcher ou de faire avancer concernant le statut de la surveillance en régime pénitentiaire. Je vous lis l'article en fait, l'extrait de l'article. La garde des Sceaux, Taubira, veut supprimer une disposition venue muscler le texte lors du débat en commission des lois à l'Assemblée nationale.
Il s'agissait de permettre aux services de renseignement du ministère de la Justice, et notamment à l'administration pénitentiaire, de recourir aux techniques de recueil utiles, recueil d'informations. 2 points. Écoute téléphonique des portables ou sonorisation des cellules. Donc ça, c'est écoute téléphonique des portables des prisonniers, des détenus, ou sonorisation de leurs cellules. Taubira opposé à ces usages en prison. Voilà. Mais pas opposé à ces usages pour nous. Taubira donc en fait, qu'est-ce que cherche à faire Taubira? Taubira évidemment et les réseaux qui sont derrière. Elle n'est pas toute seule. Pauphie, elle n'a pas le QI nécessaire. Donc elle est forcément coachée, faire diriger. Donc qu'est-ce que les réseaux derrière Taubira essayent de faire en ouvrant les prisons, puisque toutes les réformes pénitentiaires soutenues par Taubira visent effectivement à ouvrir les prisons, ni plus ni moins, et donc à assurer le suivi des détenus avec des bracelets électroniques. Donc en fait, à commencer à être une confusion entre le coupable et le non coupable déjà, puisque géographiquement, les groupes vont être mêlés. Et en plus, il faut que la vie à l'intérieur de l'institution pénitentiaire, pour ceux qui ne seront pas remis en prison, dans la rue, doit ressembler le plus possible au respect de l'intimité, en tout cas des conditions de vie de non-coupables. Donc Taubira, opposé à ces usages en prison, avait déposé un amendement visant à revenir au texte initial. Mais dans l'hémicycle, patati, voilà. Donc là, on voit bien le système, en fait, c'est c'est pas les vases communicants, en fait, c'est vraiment de niveler les différences. Pour que, en fait, les coupables et les non-coupables se retrouvent au même niveau, avec le même traitement. Et c'est-à-dire, voilà. Et donc, pour faire mieux passer la pilule, évidemment, et fabriquer le consentement, on renomme. Important de prendre le contrôle du langage, parce que prendre le contrôle du langage, prendre le contrôle de la pensée. Un exemple de renomination, c'est Alain Bauer, qui, grand architecte du système de surveillance en France, qui en fait parle, lui, concernant, vous savez, les caméras dans la rue, parle de caméras de protection. Surtout pas de caméras de surveillance. Voilà. Et donc voilà, de l'autre côté, il faut aussi nous-mêmes renommer ce qui a été mal nommé. Donc parler de piratage d'État, comme on parle de terrorisme d'État. Concernant la loi sur le renseignement ou la loi de programmation militaire, c'est du piratage. Il faut jamais utiliser d'autres mots que ça. C'est de l'intrusion, c'est du piratage d'État. Enfin, du hacking d'État, quoi. Donc, ce piratage d'État... ce piratage d'État, en fait, donc oui, cette ingénierie sociale globale, donc vise à en fait abolir les différences et aussi à inverser les situations, que l'intérieur devienne l'extérieur et l'extérieur l'intérieur, pour en fait mêler les deux. C'est-à-dire que l'extérieur de la prison ressemble de plus en plus à l'intérieur de la prison. Et l'intérieur de la prison, puisqu'il ne faut surtout pas surveiller les prisonniers, Taubira s'y oppose, donc l'intérieur de la prison ressemble de plus en plus à l'extérieur de la prison, au niveau du rapport au pouvoir. Donc là, il y a ça, alors c'est pas récent, je veux dire, ça remonte à loin, cette abolition des limites, on en trouve en quelque sorte une modélisation dès le début des années 2000, mais même encore avant. Mais disons qu'il y a un auteur israélien qui s'appelle Eyal Weizman qui a travaillé là-dessus. C'est un architecte urbaniste et il a travaillé sur les nouvelles techniques de guerre de l'armée israélienne. Qui donc consiste en fait à inverser aussi l'intérieur et l'extérieur. Ensuite, ça a été appliqué en Irak par les Américains.
Alors ça consiste à inverser l'intérieur et l'extérieur au niveau du déplacement. Donc concrètement, c'est une inversion de la règle et de l'exception. C'est-à-dire que l'armée ne progresse plus, par exemple en fait dans les Casbah, en palestinienne, dans les quartiers avec des rues extrêmement étroites, etc. L'armée israélienne ne circule plus dans les rues, mais en défonçant les murs et en passant d'appartement en appartement. Voilà. Et ça, les Américains l'ont appliqué ça en Irak aussi. Ça a commencé d'être appliqué en fait dans les territoires palestiniens, les territoires occupés en 2002. Je vais vous lire là en fait des extraits, mais bon, vous pourrez retrouver ça très facilement. Vous tapez Eyal Weizman sur Google, vous aurez tous ces textes, Et là, c'est un article qui s'intitule « Passer à travers les murs ». Donc, la manœuvre conduite par des unités de l'armée israélienne au cours de l'attaque visant la ville de Naplouse en avril 2002 a été décrite par son commandant, le général Aviv Kochavi, comme relevant d'une géométrie inverse, qu'il présentait comme une réorganisation de la syntaxe urbaine, au moyen d'une série d'actions microtactiques. Pendant l'attaque, les soldats se déplaçaient à l'intérieur de la ville, à travers des tunnels en surface, découpés dans un tissu urbain très dense. Plusieurs milliers de soldats israéliens et des centaines de guérilleros palestiniens manœuvraient simultanément dans la ville, mais ils se fondaient dans ce tissu urbain au point que la plupart n'auraient pas été visibles, fût-ce pour instant depuis une perspective aérienne. En outre, les soldats n'utilisaient pas souvent les rues, les routes et les ruelles ou les cours qui constituent la syntaxe de la ville, et pas non plus les portes extérieures, les cages d'escalier intérieures, ni les fenêtres qui constituent l'ordre des bâtiments. Ils se déplaçaient plutôt horizontalement à travers les murs mitoyens et verticalement à travers des trous, et en faisant sauter plafond et plancher. Aparté, le Hezbollah en fait, a tout simplement observé ça, a commencé à creuser des tunnels en fait, mais peut-être même encore avant, en tout cas, ou le Hamas aussi. Et ils ont commencé aussi, en réalité, c'est ce que dit un peu Weizman un peu plus loin, c'est-à-dire que en fait, les belligérants s'observent mutuellement et c'est en quelque sorte une coopétition. Hein. C'est un peu chacun en fait s'inspire des tactiques de l'autre. Donc je reviens à la citation. Cette forme de mouvement relève d'une tactique que l'armée désigne selon des métaphores empruntées au comportement collectif du monde animal comme l'essaimage ou l'infestation. Parce qu'elle consiste à se déplacer à travers des bâtiments privés, cette manœuvre transforme l'intérieur en extérieur et les espaces privés en voie de communication. Les combats se sont déroulés dans des salons à moitié démolis, des chambres à coucher et des couloirs des habitats précaires des réfugiés, où la télévision pouvait très bien continuer d'émettre et la casserole demeurait sur le feu. Au lieu d'obéir aux démarcations spatiales conventionnelles, le mouvement des troupes devenait constructeur d'espace et l'espace se constituait comme un événement. Ce n'était pas l'ordre de l'espace qui commandait les motifs du mouvement, mais le mouvement qui produisait et pratiquait l'espace autour de lui. Voilà, donc le mouvement à trois dimensions, à travers les murs, les plafonds et les planchers. Le texte est long et en fait il est très riche, donc j'aurais envie de tout lire, mais c'est pas possible. Et donc en fait, ça impliquait une conception de la ville non seulement en tant que site, mais à proprement parler en tant que médium de la guerre. C'est-à-dire une matière flexible, quasi liquide, constamment contingente et en état de flux permanent. Et on revient à la société liquide de Bauman. C'est-à-dire qu'en fait, on voit bien qu'il y a un mouvement général des choses. Voilà, que ce soit au niveau des mœurs, au niveau des flux économiques, au niveau des tactiques de guerre, c'est vers toujours abolition des limites qui forment du réel dur, et donc liquéfaction, toujours croissante. Et tout ça au nom de la gauche, puisque en fait là je ne vais pas avoir le temps de tout, mais je vous invite vraiment à lire cet article. Les membres du renseignement, les généraux, etc., les stratèges israéliens qui ont mis au point tout ce truc-là, s'inspiraient de Deleuze et Guattari, et puis de toute la French Theory américaine, la déconstruction, etc., qui est associée à cette deuxième gauche. Et eux-mêmes, ces stratèges israéliens, étaient considérés comme de gauche en Israël. C'est-à-dire d'extrême droite ici, en réalité. Sachant que ce que l'on appelle la droite en Israël, c'est au-delà même de la droite. Enfin, là,
en termes de panel politique. Donc, je vais essayer de lire quand même un petit peu rapidement. Voilà, citation d'un des stratèges israéliens, c'est pourquoi nous avons adopté la méthode qui consiste à passer à travers les murs, comme un ver qui mange pour avancer, surgissant à certains points pour disparaître à nouveau. Donc nous nous déplacions ainsi depuis l'intérieur des habitations vers leur extérieur. J'ai dit à mes hommes, les amis, peu importe ce que vous en pensez. Alors attendez, je vais essayer de trouver des trucs, des citations plus... Voilà, au cours d'une conférence à laquelle j'ai assisté, donc c'est Weizmann qui parle, Shimon Navet a présenté un diagramme qui ressemblait à un carré logique. C'est très très complexe, traçant un dispositif de relation entre certaines propositions relatives à l'armée et aux opérations de guérilla. On y trouvait des indications empruntées au vocabulaire de Gilles Deleuze et Félix Guattari, telles que différence et répétition, la dialectique de la structuration de la structure, opposant amorphe, manœuvre fractale, raid par frappe, vitesse versus rythme, machine de guerre wahhabite, anarchiste postmoderne, terroriste nomade, etc. Pourquoi Deleuze et Guattari? J'ai posé la question à Shimon Navet. On s'est beaucoup servi de plusieurs concepts qu'on a trouvés dans Mille Plateaux. Ils nous ont permis de rendre compte de situations contemporaines dont nous n'aurions pas pu rendre compte autrement. Notamment, le plus important était la distinction qu'ils opèrent entre les concepts d'espace lisse et strié. Nous utilisons souvent aujourd'hui l'expression lisser l'espace dans l'armée israélienne. Enfin, c'est le tapis de bombe en réalité. Pour évoquer la manière d'opérer dans un espace comme s'il était dépourvu de frontières. Nous essayons de produire l'espace organisationnel de telle manière que les frontières, les murs, ne nous affectent pas. Et alors, sur l'essaimage en particulier, si l'on en croit Navet, l'essaimage a compté parmi les catégories centrales dans la conception des nouvelles opérations urbaines de l'armée israélienne. Cela renvoie c'est intéressant, à une action coordonnée, entreprise par une forme d'organisation en réseau dont les unités séparées opèrent de manière semi-autonome, mais en synergie générale avec toutes les autres. C'est comme un essaim d'oiseaux. Voilà. Les théoriciens de la Rand Corporation, à qui l'on attribue la popularisation des implications militaires du terme, donc David Rosenfeld et John Darkila, des gens très très intelligents, il faut les suivre un petit peu sur Internet, soutiennent que l'essaimage a vu le jour dans les guerres entre tribus nomades, avant d'être repris aujourd'hui par différentes organisations qui couvrent tout le spectre des conflits politiques et sociaux, terroristes et organisations de guérilla, mafias et activistes sociaux non violents, c'est-à-dire nous, activistes sociaux non violents. Socialiste, puisque tu existes.